Fables et légendes du Japon par Claudius Ferrand. Le moineau sans langue. Au village de Nagatani vivait autrefois, dans 2 maisons voisines, un vieux et brave homme et une méchante vieille. Le premier s'appelait Nasakeji et la seconde Arababa. Le vieux aimait beaucoup les oiseaux. Il avait surtout pour les moineaux une préférence marquée. Un jour, il en dénicha un tout petit, le prit chez lui, l'apprivoisa, le nomma Bidori et le soigna comme son fils. Or, écoutez ce qui arriva. Un matin, le bon vieux était allé à la montagne pour ramasser du menu bois. Pendant l'absence de son maître, le petit Bidori commit un méfait, bien excusable à son âge. Il alla becqueter de l'amidon que la vieille voisine avait déposé sur le devant de sa porte et qu'elle destinait à la lessive. Arababa, furieuse, s'empara du moineau et pour le punir, lui coupa la langue. L'oiseau, souffrant horriblement et fort ennuyé d'être devenu muet, ne voulut plus rester au village. Il se sauva et alla retrouver sa mère qui le reçut avec joie et se mit à le soigner. Nasakeji revint de la montagne. Il ne retrouve plus son cher Bidori. Étonné, il va prendre des informations chez la méchante voisine qui lui raconte, avec un mauvais sourire, ce qui s'est passé. Nasakeji est devenu tout triste. La maison lui paraît bien vide à présent. La solitude lui pèse. Un jour, il n'y tient plus. Il part à la recherche du moineau. « Bidori! Où es-tu? Où es-tu, Bidori » crie-t-il, le long des routes et des sentiers. Tout à coup, il entend un cri au-dessus de sa tête. Il lève les yeux et aperçoit un moineau déjà âgé, perché sur une branche d'arbre. « N'êtes-vous pas monsieur Nasakeji ?»« Parfaitement, c'est moi. Et toi, qui es-tu ?»« Moi, je suis la mère de Bidori. »« Pas possible. Et moi qui le cherche partout. Où est-il maintenant, mon petit moineau sans langue ? » ?»« Il est à la maison. Si vous voulez le voir, je vais vous y conduire. Suivez-moi. » Et l'oiseau prend son vol. Le vieillard, tout heureux à la pensée de retrouver son ami, court plutôt qu'il ne marche à sa suite. Il arrive ainsi à la demeure de l'oiseau. C'est une grotte profonde, creusée dans le rocher. Un grand nombre de petits moineaux accourent en volant au-devant du visiteur et le saluent avec les signes de la plus grande joie. On le conduit à la pièce principale où il retrouve Bidori. Celui-ci, plein de joie à la vue de son maître, vole sur ses épaules et par 1000 caresses lui témoigne son affection. « Eh bien, lui dit le vieillard, veux-tu retourner avec moi ? Je suis venu te chercher. Je m'ennuie depuis que tu n'es plus à la maison. » Bidori, n'ayant plus de langue, ne pouvait pas répondre. Sa mère répondit pour lui. « Non, dit-elle, je ne veux pas que mon enfant retourne au village. La méchante vieille finirait par le tuer. Il restera ici, avec sa mère. » Ensuite, on fit asseoir Nasakeji sur un moelleux coussin. On lui servit le thé, puis on lui donna du poisson à manger et du saké à boire. Quand il eut fini de manger, il voulut prendre congé de ses hôtes. On essaya de le retenir, mais il prétexta qu'il avait des affaires pressantes. Alors, la mère de Bidori tira de son coffre 2 boîtes en laque, une grande et une petite. Les présentant au vieillard, elle lui dit « Veuillez emporter une de ces 2 boîtes, comme marque de ma reconnaissance pour l'affection que vous avez portée à mon fils. Choisissez celle qui vous conviendra le mieux. » Nasakeji, qui n'avait pas d'avarice, choisit la plus petite, disant qu'étant la moins lourde, elle était plus facile à porter. Puis il dit au revoir à Bidori, à sa mère et à tous les petits moineaux. On l'accompagna à la porte, où l'on se fit les saluts d'usage, et ils se séparèrent. De retour chez lui, le vieillard ouvre la boîte. Quelle n'est pas sa surprise ? Elle est pleine de diamants et de pierres précieuses. Tout joyeux de cette fortune qui lui arrive, il va de ce pas à la ville, vend tous ses trésors à un bijoutier, en retire une somme considérable. Avec cette somme, il s'achète un vaste champ, se fait construire une belle maison et commence à mener une vie très heureuse. La vieille Arababa, ayant appris comment son voisin était tout à coup devenu si riche, éprouva un violent désir de le devenir à son tour, par le même moyen.
Elle s'informa donc avec précision de l'endroit où habitait ce moineau, qui faisait à ses visiteurs des cadeaux si splendides. Elle résolut d'aller le voir, pensant bien qu'à elle aussi il donnerait une boîte. Lorsqu'elle arriva à la grotte, les moineaux reconnurent tout de suite que c'était la méchante vieille qui avait coupé la langue à Bidori. Ils cachèrent tout d'abord ce qu'ils pensaient au fond du cœur. On la reçut fort poliment, et on lui offrit à manger. Puis, la mère tira de son coffre 2 boîtes en lac, une grande et une petite, et pria la vieille d'en emporter une à son choix. Ali Baba, qui n'était venu que dans cette intention, ne se sentit pas d'aise à la vue des 2 boîtes. Pensant que la plus grande contenait beaucoup plus de trésors que l'autre, elle n'hésita pas une seconde. Elle choisit la plus grande et quitta la grotte. Vite! Ali Baba retourne chez elle, allègre et contente. En chemin, elle fait de magnifiques projets d'avenir. Elle ira habiter la ville, portera de beaux habits de soie, offrira de grands dîners aux dames du monde, se promènera en voiture. Toute pleine de ces idées, elle arrive chez elle, ferme bien la porte pour qu'aucun œil indiscret n'aperçoive les trésors qu'elle porte, et vite entr'ouvre la boîte. Aussitôt, voilà que de la boîte mystérieuse s'échappe en poussant des cris aigus une multitude de démons. Ils se précipitent sur la vieille, pâle et muette d'épouvante. Ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sous la main. L'un saisit un couteau de cuisine et coupe d'un seul coup la langue d'Ali Baba. Un autre prend des tisons ardents et les lui enfonce dans les yeux. Un troisième s'empare d'une corde et lui en applique de violents coups. Enfin, un quatrième saisit une massue et assomme la vieille qui ne tarde pas à expirer au milieu d'indicibles souffrances. Morale: quand un moineau gracieux vous offrira 2 boîtes, prenez toujours la plus petite. Les 2 loupes. Il était une fois un bûcheron du nom de Kikorisuke. Il portait à la joue droite une énorme loupe. Cette infirmité l'affligeait beaucoup, car chaque fois qu'on le voyait passer, les voisins riaient, surtout les jeunes. Un soir, il achevait de couper du bois dans la forêt. Tout à coup, un violent orage éclata, accompagné de fulgurants éclairs et de sourds grondements de tonnerre. Le bûcheron se réfugia dans un tronc d'arbre et attendit. Vers minuit, les nuages se dissipèrent. Le ciel s'ouvrit et laissa passer des étoiles. Kikorisuke se disposa à partir. Subitement, un bruit étrange l'arrête. C'est comme un mélange confus de voix et de cris qui n'ont rien d'humain. Cela approche, grossit. Le bûcheron a peur. Il se blottit dans sa cachette. Bientôt, il voit déboucher d'un sentier une multitude d'êtres fantastiques. Chacun a une tête d'animal. Tous ont un corps d'homme, avec des pieds de chèvre et une queue de singe. Ils se massent justement devant l'arbre, dans le tronc duquel le bûcheron est caché. Ils déposent leurs lanternes et leurs paniers, s'assoient sur l'herbe et commencent un repas. Kikorisuke comprend que ce sont les lutins des bois. Il tremble de tous ses membres et retient sa respiration. Quand ils ont fini de manger et de boire, ils se lèvent. Les musiciens prennent leurs instruments, shamisen, koto, flûte, tambour et tam-tam se mettent à l'unisson. Puis une ronde folle s'organise. La danse est d'abord calme et lente, mais la musique accélère ses notes et les danseurs s'animent. Bientôt, c'est un vacarme cadencé, des cris perçants, des chants sauvages. Le bûcheron s'est calmé peu à peu. Cette danse et cette musique l'intéressent, car il aime beaucoup la musique et la danse. Instinctivement, il bat la mesure de la tête et des mains. Enfin, n'y tenant plus, emporté par le rythme, il sort de sa cachette, se jette au milieu des lutins et se met à danser avec eux. Ceux-ci, tout surpris, s'arrêtent et le regardent. Lui danse toujours, et il danse très bien, presque aussi bien qu'eux. Les lutins émerveillés applaudissent, puis, quand il s'est arrêté, ils le félicitent chaudement, le font asseoir au milieu d'eux et lui servent à manger et à boire. Jamais il n'avait de sa vie fait un aussi bon repas.
Sur ces entrefaites, l'aurore entr'ouvrit doucement ses portes, et du fond de l'Orient se précipita une douce et pâle lumière. Les lutins se disposèrent à partir, car les lutins n'aiment pas la lumière. Le chef de la troupe s'approcha du bûcheron et lui dit « Tu danses admirablement bien. Tu nous as grandement amusés. Il faudra revenir. Reviens le mois prochain, au soir du sanglier. Comme gage de ta promesse, j'emporte ceci. » Et d'un coup de main habile, si habile que le bûcheron ne sentit rien, il lui enleva l'énorme loupe qu'il portait à la joue droite et la mit dans sa poche. Quand ils furent partis, Kikorisuke se demanda d'abord s'il n'avait pas fait un rêve. Il se passa la main sur la joue droite et s'assura que la loupe n'y était plus. Alors, fou de bonheur, il courut à son village pour vite raconter la chose à sa chère femme. Au village, ce fut un événement. On parla partout de l'aventure. Les amis du bûcheron vinrent le féliciter. Or, dans le village voisin, habitait un menuisier qui portait lui aussi une grosse loupe à la joue gauche. Ayant entendu raconter l'histoire de Kikorisuke et appris comment ce dernier avait été débarrassé de sa loupe, il résolut d'essayer à son tour le même moyen. Il alla donc trouver le bûcheron, s'informa exactement du soir et de l'endroit où les lutins se réunissaient, et au jour dit, se rendit seul à la forêt. Le menuisier, caché dans le tronc d'arbre, attend avec anxiété l'arrivée des lutins. Ceux-ci arrivent, en effet, se mettent à table puis commencent à danser. Tout à coup, le chef de la troupe s'écrie à haute voix. « Le bûcheron de l'autre jour n'est-il pas encore arrivé ?»« Mais voilà !» répond le menuisier en se jetant au milieu des lutins. Ceux-ci, tout heureux, lui font de profonds saluts et l'invitent à danser. Malheureusement, le menuisier n'a jamais appris la danse. Il essaye, mais il danse très mal. Les lutins murmurent. Puis le chef l'arrêtant lui dit d'une voix sévère « Tu ne danses pas bien aujourd'hui. Je ne veux plus que tu reviennes. Je te rends ton gage. » Et ce disant, il applique sur la joue droite du malheureux menuisier l'énorme loupe que le mois dernier il avait prise au bûcheron. Et voilà comment le pauvre menuisier revint tout triste à son village, portant 2 loupes au lieu une loupe à chaque joue. Morale. Si vous ne savez pas danser, n'allez jamais dans la forêt le soir où les lutins se réunissent. Une ruse de Jiro. Jiro a 14 ans. C'est un garçon à la mine éveillée, aux yeux d'un noir d'ébène, pétillant de vivacité et d'intelligence. Il n'a jamais connu son père. Celui-ci est parti pour l'autre monde, quelques jours après la naissance de son fils. La mère de Jiro vient de mourir à son tour, emportée par une fluxion de poitrine. Le voilà donc orphelin. Pour fortune, il lui reste une paire de vieux fauteuils hors d'usage, une petite table, quelques livres d'école, une demi-douzaine de tasses à riz, les habits, plusieurs fois rapiécés, dont il est en ce moment couvert. Et c'est tout. Tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui avait une certaine valeur, a été saisi, quelques heures après la mort de la mère, par des créanciers impitoyables. Car la mère avait des dettes, et naturellement, ne les avait pas payées. Comme parent, Jiro possède une tante déjà âgée. Elle en est à son 8e mari, nourrit 6 enfants et ne désire pas en augmenter la collection. Il a aussi une sœur aînée. Celle-ci a épousé en seconde noces un employé de la banque, lequel a filé en Chine, emmenant sa femme et une partie de la caisse. Enfin, il reste un oncle, gros marchand de riz, qui n'a pas d'enfant. C'est lui qui adopte l'orphelin. Jiro s'installe donc dans la maison de son oncle et continue à vivre et à s'amuser. Un jour, il lui vient une vague idée de se faire une petite fortune, de reprendre son indépendance et d'échapper à la trop vigilante tutelle de son oncle. L'idée, d'abord vague, s'éclaircit, s'affermit, se développe. 1000 projets se succèdent, mais à peine échafaudés, ils croulent parce qu'ils n'ont pas de base. Un capital. Un petit capital. Que faire si l'on n'a même pas un petit capital ? Ah, si j'avais seulement quelques sous pour commencer !
se dit et se répète Giraud, à chaque projet qui survient. Puis, tout naturellement, la question se pose. Comment faire ? Un jour, une idée subite traverse son esprit et l'illumine comme un éclair. Dans le même village que lui, habite un brave vieillard du nom de Bakayémon. Ce vieillard est l'honnêteté même, et de plus, c'est un fervent bouddhiste. Il croit à la métempsychose. Là-dessus, ses opinions sont on ne peut plus arrêtées. Aussi, ne se hasarde-t-il jamais à manger de la chair d'un animal quelconque, voire même du poisson. Il craindrait d'engloutir par le fait l'âme de quelqu'un de ses ancêtres. Il se laisse volontiers dévorer par les insectes. Il se ferait un crime de les écraser, de peur d'écraser en eux quelques vieilles connaissances. Les rats ont beau jeu dans sa maison. Les tuer serait commettre un assassinat. Qui sait si dans le corps de ces petits rongeurs ne loge pas l'âme de quelque ancien grand homme. Le brave Bakayémon possède une truie, qu'il nourrit et engraisse avec le plus profond respect et la plus grande affection, persuadé que sous son épaisse enveloppe se cache l'âme de quelque ancien monarque. Or, Giraud connaît tout cela. Il connaît le cœur honnête et pieux du brave vieillard et ses idées arrêtées sur la métempsychose. Un jour, il vient le trouver. Il a pris une figure de circonstance grave et mélancolique. « Bonjour, monsieur Bakayémon. Le temps est beau aujourd'hui. »« Ah, c'est toi, Giraud. En effet, il fait un temps superbe. Et comment vas-tu ?»« Merci. Je vais bien. À propos, est-ce que vous auriez par hasard une truie chez vous ?»« Mais oui, j'en ai une. Et après ?»« Ah, mais c'est donc vrai !» Et voilà que la figure du jeune espiègle s'illumine tout à coup d'un rayonnement de joie intense. Le brave vieillard, tout surpris, s'écrie. « Pourquoi donc cette joie, Giraud ? Qu'est-ce que cela peut te faire que j'ai une truie chez moi ? » ?»« Ah, monsieur, si vous saviez ! Mais y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander de me laisser la voir un tout petit instant ? Rien de plus facile, mon ami. Viens. » Et Bakayémon, intrigué, conduit Giraud dans la cour où l'énorme truie se vautre dans la fange en grognant. À peine Giraud l'a-t-il aperçue que, se précipitant vers elle, il la saisit, l'étreint, l'embrasse, avec toutes les marques d'un amour passionné. Le vieillard, stupéfait, contemple cette scène. Puis, pressentant un mystère, il rappelle l'enfant. « Giraud, lui dit-il, quel est le motif de cette étrange conduite ? Tu dois avoir des raisons secrètes d'aimer ainsi cet animal. Explique-moi cela. Raconte-moi tout. »« Monsieur, répond Giraud, le visage baigné de larmes, cette truie est ma mère. »« Ta mère ? Comment cela ? » ?»« Voici. La nuit dernière, tandis que je dormais profondément, quelqu'un m'a frappé sur le front. Réveillé en sursaut, j'aperçois ma mère. Ma pauvre bonne mère qui est morte il y a 3 mois. Elle avait une figure bien triste et ses yeux étaient humectés de larmes. « Mon fils, m'a-t-elle dit, je vais te confier un secret. J'ai péché dans ma vie et en punition de mes fautes, j'ai été condamnée à vivre 30 ans dans le corps d'une bête. Pour le moment, j'habite le corps de la truie que possède Bakayémon. S'il te reste pour moi un peu de piété filiale, viens me voir de temps à autre, me consoler et me distraire. » Elle dit et disparut aussitôt. « Voilà pourquoi je suis venue, monsieur, et mon seul désir est que vous m'autorisiez à venir de temps à autre. Ah, si vous saviez comme je l'aimais, ma pauvre mère !» Et les larmes recommencent à couler. Giraud retourne vers la truie et de nouveau l'embrasse en lui répétant « Ma mère ! Oh, ma mère !» Le vieux Bakayémon se sent remué jusqu'au fond de l'âme. Après avoir réfléchi quelques secondes, « Giraud, dit-il à l'enfant, j'admire ta piété filiale. Je suis ému des sentiments qu'elle t'inspire. Eh bien, écoute. Puisque cette truie renferme l'âme de ta mère, prends-la. Je te la donne. Emmène-la chez toi et soigne-la bien. » Giraud, qui s'attendait à la chose, simule la surprise, tombe aux pieds du vieillard, et la parole entrecoupée de sanglots, le regard rayonnant de joie, il le remercie de son extrême bonté. Puis,
se retournant vers l'animal. « Allons, ma mère, lui dit-il, venez avec moi. Nous allons, comme autrefois, vivre côte à côte, et je vous soignerai bien. » Puis, entraînant la truie, il sort de la maison, et de ce pas se rend chez le boucher, lui vend la bête, en obtient une petite somme, et riant jusqu'aux larmes. « Bien joué, se dit-il, et maintenant que j'ai le capital, à moi la fortune, à moi l'avenir. » Bonjour et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur les contes et légendes, les fables et légendes du Japon par Claudius Ferrand. Donc c'était les trois derniers contes que je trouvais plutôt sympas, ma foi, même si c'était assez répétitif. Et en fait, je pense que le fait que ce soit répétitif, c'est à la fois le fait que ce sont des contes, des fables, des légendes, on sait pas trop, peut-être plus des fables d'ailleurs. Je trouvais que c'était un recueil qui était plus sur les fables, avec l'aspect animal, peut-être un petit peu moins sur les légendes, parce que il y en avait quelques-unes, notamment sur si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a un ou deux samedis, avec un héros japonais qui est devenu un vassal d'un seigneur ou d'un prince même, ou fils de l'empereur, je sais plus. Mais sinon, on est sur des choses qui sont très petites, mais la morale, en fait, quelque part, elle me fait rire. On va revenir vite fait. Et du coup, ça fait des petites vidéos qui sont courtes. Moi, ça me va parce que ça fait un peu moins de taf. On avait d'abord l'histoire du moineau sans langue. Donc avec Nazakeji et sa voisine Arababa, deux petits vieux. Donc, deux petits vieux qui sont opposés, comme souvent, un gentil, un méchant, et donc la voisine, en fait, elle a coupé la langue du moineau, qui lui a bouffé son amidon, parce que, il lui a bouffé son amidon, et qu'elle voulait faire sa lessive. Ce qui fait que le petit moineau, il rentre chez lui, et le petit vieux, il récupère son petit moineau, et le petit vieux, il est récompensé en prenant une petite boîte où il y a de l'argent, enfin des pierres. Et la petite vieille, elle veut faire la même chose et être invitée chez les moineaux. Et elle récupère en fait des démons. Il y avait un petit côté un peu Pandore. Mais quelque part, en fait, pour moi, ce que j'en comprends, c'est que faut pas envier son voisin et avoir un peu les yeux les plus gros que le ventre, quelque part. Mais là, la morale, elle était... Quand un moineau gracieux vous offrira 2 boîtes, prenez toujours la plus petite. C'est quand même pas tout à fait ça, une morale, parce que dans la vraie vie de tous les jours, il n'y a pas un moineau qui va vous offrir 2 boîtes. Déjà, je pense que si un moineau vous offre 2 boîtes, vous allez vous dire, oula, vous allez vous pincer très fort. Mais quelque part, je pense qu'on est vraiment plus sur... oui, prenez toujours la plus petite. Donc, je pense que ça aborde à la fois les questions d'hospitalité au Japon, qui sont peut-être pas les mêmes partout, parce que là, et comme dans le conte suivant, il me semble bien, ils reçoivent quelqu'un qu'ils n'aiment pas, mais ils le reçoivent quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'hospitalité, de loi d'hospitalité qui dit que même s'il y a quelqu'un que tu sens pas, dont tu te méfies, ou quelqu'un que tu n'aimes pas trop, qui vient chez toi, tu lui files à boire et à manger d'abord. Avant, et là il y a des histoires de cadeaux d'invités, donc je pense qu'on est vraiment sur des espèces de rituels autour de l'hospitalité, quelque chose de bien installé, où c'est pas que de la politesse, si vous voulez, où là vous avez votre voisine que vous aimez pas qui vient chez vous, vous lui offrez à manger et à boire, et après elle s'en va, mais vous lui offrez, vous la recevez bien, parce que peut-être que c'est autour de la réputation qu'on peut avoir si on reçoit mal quelqu'un. Et moi je m'interroge du coup, est-ce que ces lois de l'hospitalité, elles vont aussi concerner par exemple un pauvre, quelqu'un qui est dans la rue, qui a faim? Est-ce que un japonais de ce temps-là va l'accueillir chez lui filer à boire et à manger, éventuellement un petit cadeau? Euh, est-ce qu'il y a une espèce de tradition d'accueillir bien, par exemple, la pauvreté? Parce que dans certaines cultures,
les personnes qui vivent dans la rue ou qui sont très pauvres, elles vont avoir des aides de la communauté parce que c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs de donner un petit billet, c'est dans les mœurs d'offrir à manger, d'offrir une couverture, etc. Euh, j'ai découvert, par exemple, je vais vous donner deux exemples. Un qui est à peu près de cette époque-là, parce que là, on est dans les tout début 1900, il me semble. J'ai vu un reportage sur la Bretagne. C'était sur Public Sénat. Et c'était la Bretagne, grosso modo, de 1850 à... Ouais, sur 100 ans, à 1950 par là. Et il y a un moment, en fait, où il y a des images où il y a une grande fête. Je sais plus exactement si c'était une fête religieuse, parce que les Bretons, ils étaient quand même assez pieux. Et quand j'avais lu les contes bretons d'Anatole Lebras, qui sont super chouettes, il y en a quelques-uns sur la chaîne, je vous les mettrai en barre d'informations. Dans un de ces contes, d'ailleurs, il y a quelqu'un... On a un pauvre qui va un petit peu vendre ses services de ferme en ferme et qui est itinérant. Mais du coup, bah, s'il n'y a pas de travail, il peut peut-être avoir une petite gamelle à manger et puis un petit coin de paille fraîche dans un coin de la grange. Et dans ce documentaire-là sur les Bretons, donc dans cette fête, il y avait une place et une assiette pour un pauvre qui avait faim. Et donc je sais pas si c'est un truc traditionnel, si c'est un truc qui était lié à la religion ou pas. Et pareil, alors je vais pas avoir les bons termes parce que je m'en souviens plus très bien. Je sais plus comment ça se dit. Mais parmi les piliers de l'islam, qui sont peut-être quatre, je sais plus, mais il y a bien aussi le fait de faire l'aumône, de donner un petit billet à quelqu'un qui a faim. Et moi, je vous avouerai que c'est quelque chose que je fais peu, de donner de l'argent aux gens qui mendient, parce que j'aime pas en fait être sollicitée dans la rue, ça m'agace, en fait, ça me stresse. Et une fois, en fait, en faisant mes courses, il y avait quelqu'un qui, il lui manquait 2 euros pour régler son panier. Et en fait, la femme qui était devant moi, musulmane, lui a donné un petit billet de 5. Ce qui est très sympa, parce que du coup, la personne était un petit peu emmerdée avec son panier, et puis il lui manquait... Enfin, c'était quelqu'un où on voyait qu'il comptait ses pièces, quoi, si vous voulez. C'est pas ah merde, j'ai pas retiré d'argent. C'est j'arrive pas à à boucler ma fin de mois. Et donc voilà, c'était juste une question comme ça. Est-ce que c'est des questions d'hospitalité et euh, est-ce que cette hospitalité-là, elle s'étend aux pauvres? C'était juste une question. Je ne connais pas bien, moi, la culture japonaise, hein. Mais elle était rigolote, celle-là, ma foi. Et souvent, en fait, on a quand même le personnage d'envieux qui finit pas très bien. Les deux loupes. Alors moi, j'ai trouvé ça bizarre, parce que, en fait, sur les dessins, c'est bien dit loupe. Ah, c'est un kyste sébacé. En gros, la loupe, c'est un kyste sébacé. Donc, vous voyez, c'est l'espèce de boule de graisse, en fait, qui est sous la peau. Donc, c'est pas un truc qui est méchant, c'est un truc qui va être un petit peu disgracieux, on va dire. Ah, loupe, tumeur, excroissance de la peau. Ben, je savais pas du tout. Kyste sébacé du cuir chevelu. Donc là, c'était sur la joue. Ben, je savais pas du tout. Je me demandais si c'était un défaut de traduction. Donc on est bien sur, première définition, là je suis sur Larousse, la lentille convergente qui grossit les objets. Deuxième, kyste sébacé du cuir chevelu. Il y a d'autres noms sinon. Donc on est bien sur une loupe. Je connaissais pas du tout ce mot-là. Pas dans ce sens-là. Et bon bah donc c'est quelqu'un qui a une boule de graisse sur la joue. Toute l'histoire avec la fête à laquelle il assiste, où il y a les lutins des forêts qui mangent après qui dansent au rythme de la musique et compagnie, ça me renvoie trop au Corrigan. Des petits lutins qui font la même chose. Faut pas danser avec eux parce que sinon on va danser jusqu'à ce qu'on meure d'épuisement. La description de la multitude d'êtres fantastiques, chacun a une tête d'animal. Tous ont un corps d'homme avec des pieds de chèvre ou une queue de singe et une queue de singe. Donc on est vraiment sur ouais, on est sur du lutin. Et donc, comme ils dansent bien, les lutins ils l'aiment bien.
Mais donc, l'autre qui veut... On a souvent des histoires comme ça aussi avec des bossus en Bretagne où il y a un gars qui va finir avec 2 bosses parce que il a voulu imiter son pote à qui on a enlevé une des bosses mais par contre il a été envieux et les lutins, enfin les êtres fantastiques ne l'ont pas apprécié. Donc on est vraiment dans ce type de truc, tout à fait comme ce qui s'est passé dans le conte précédent. Et la morale, si vous ne savez pas danser, n'allez jamais dans la forêt le soir où les lutins se réunissent. Oui, mais la morale, ce serait pas plus réjouis-toi en fait que ton pote il soit guéri et essaye pas ne l'envie pas en fait. C'est pas un truc comme ça plutôt? Je sais pas. Moi, ça me fait rire. L'espèce de décalage, en fait, de la morale, enfin, le collage de la morale au conte et pas du tout le rapport avec la réalité. C'est assez drôle parce que la morale, elle est un petit peu... elle est un peu éclatée, en fait. Et donc, Giro, une ruse de Giro. Giro qui est ballotté entre son oncle et sa tante parce qu'il est orphelin. Et ça m'a assez fait rire parce que je me demande s'il n'y a pas une espèce de critique du bouddhisme de la part de Ferrand. Donc la métempsychose, c'est les vies, le fait d'avoir plusieurs vies en fait, et de pouvoir être réincarné dans un animal. Ce qui fait que le bouddhiste ne mange pas parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le rat, peut-être que le rat qu'il a éclaté était un ancien roi, peut-être que la truie qu'il a dans sa cour est son ancienne voisine. Et quelque part, le petit gosse, en fait, il a de la suite dans les idées parce que il a compris que il faut un capital pour commencer une affaire. Donc là, il a pas de sous, donc il lui faut des sous. Mais il a vendu la truie. Ça me fait rire. Donc je me demande quand même s'il n'y a pas une espèce de critique de Claudius Ferrand sur le bouddhisme, parce que Claudius Ferrand était un missionnaire, donc il jouait pour sa team, quelque part. Parce que si vous apportez un conte comme ça à des personnes qui sont bouddhistes, qui sont croyantes, qui apprennent le français, peut-être qu'elles vont pas être très contentes en fait que vous disiez que le petit moine bouddhiste là qui est trop gentil et qui veut pas tuer les animaux ou les manger, il s'est fait parce qu'il est un peu trop con. C'est un peu vexant. Je sais pas ce que vous en pensez. Comment il le disait? Ce vieillard est l'honnêteté même, et de plus c'est un fervent bouddhiste. Il croit à la métempsychose. Là-dessus, ses opinions sont on ne peut plus arrêtées. Donc il mange plus d'animal, ni même du poisson, parce qu'il pourrait engloutir l'âme de quelqu'un de ses ancêtres. Alors le truc qui pourrait être fun, un conte alternatif, ça serait un cannibale qui discute avec un bouddhiste. Pensez-y. On sait jamais. Mais oui, en gros, le fait qu'il se fasse... il s'est fait rouler dans la farine, mais en beauté. Enfin, le gamin, il a bien joué son jeu, il a bien obtenu ce qu'il voulait. C'est une arnaque. C'est une arnaque qui est presque pas gentille, parce qu'en fait, il a arnaqué quelqu'un en jouant sur ses croyances. Et en jouant en plus sur sa propre... en faisant pleurer dans les chaumières, en fait, en jouant sur sa propre histoire. Donc, quelque part, en fait, Giro, il est malin, mais c'est vraiment un petit con quand même. Mais je trouve ça assez... Enfin, quelque part, il a de l'audace, quoi, le gosse. Donc, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que comment il va le prendre après? Quoi Il a vendu sa truie? Il a vendu ma truie? Pour avoir des sous, il perd pas le nord, quoi. Mais le pauvre bouddhiste, qui est l'honnêteté même, remarquez, peut-être que le boucher ne va jamais lui en parler, vu que le bouddhiste ne doit pas aller le voir. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et est-ce que c'est pas aussi une espèce de critique du capitalisme? Est-ce qu'il y avait déjà du capitalisme au tout début, fin 19e, début 20e? Sans doute. On était bien dans la révolution industrielle, là, sur la fin même, je pense. Donc sans doute. Donc c'est Thalès Rêveur.
J'aimerais bien, je vous avais proposé et je pense que vous y aviez voté pour aussi, je crois. Non, je vais peut-être passer après, en fait, à partir de samedi prochain, voir le suivant, parce que je suis un peu dans... Je suis en train de bosser pas mal de trucs de mon côté, là, sur de la communication, les réseaux sociaux et tout ça, et ça me prend pas mal de temps. Et donc, j'avais envie de lire, pourquoi pas, des nouvelles de Prosper Mérimée. Je pensais à Carmen, Lokis, Tamango, La Redoute, La Vénus d'Île et Colomba. Alors, j'ai pas mis Matteo Falcone parce que Matteo Falcone, il y a un infanticide dedans et pas envie. Mais du coup, je pensais à ça. Euh, Peut-être plus ça, je pense, que les... Peut-être pas d'autres contes tout de suite. Parce que en fait, il y a un côté assez répétitif. Bon, là, c'était court, donc ça va assez vite, mais je trouve qu'il y a un côté qui est un petit peu répétitif. Mais donc, moi, j'ai bien aimé, ma foi. Je pense que je vais pas en avoir du tout un souvenir impérissable, mais c'était pas non plus une tannée à lire. Je trouvais ça sympa. Je pense que c'est lisible aussi pour des enfants. Peut-être qu'après Mérimée, ça va me prendre 6 semaines parce qu'il y en a 6. Alors, je me réserve le droit, s'il y a des trucs un peu trashou, de squeezer, hein. Mais peut-être qu'ensuite je repartirai sur sur d'autres contes, d'autres régions. Je pensais, j'ai des contes de d'Ille-et-Vilaine, du Pays Gallo aussi. Donc là, on est en Bretagne, c'est Adolphe Aurin. J'ai des contes et légendes d'Écosse, mais il faut que je vérifie que ce soit pas trop enfantin parce que ça risque d'être un peu casse-pied sinon. Parce qu'on est plutôt sur une chaîne d'adultes, non? Mais à voir. Il y avait ça qui me donnait envie, ou peut-être refaire un tour du côté de CBO ou de Tolstoï. Je vous ai un petit peu tout sorti. Voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard, où on en a encore pour quelques semaines. Et après, on verra. Je crois que je vais arrêter de vous annoncer les vidéos du mercredi parce que j'arrête pas de les repousser. Donc vous verrez, surprise. Allez, à tout bientôt. Passez un très bon samedi. Salut!